Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, Enfance, éducation et société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Dernière parution. Pierre Bringuier, Comment motiver ses élèves. Boîte à idées pédagogiques, 2022. Abdulrahman Ralouf et Florent Viguier, L'islam et la laïcité vue par des lycéens. Questions-réponses entre jeunes, enseignants et poètes, 2022. Céline Carrette et Céline Asbrook, élèves en situation de polyhandicap, 2022. Jean-Claude Martin, Un engagement en éducation et recherche, 2022. Véronique Lemoine-Bresson, Croyances et savoirs d'enseignants allemands et français, 2021. Sylviane Guillard-Lepetit, Déficience intellectuelle et apprentissage de la lecture, 2021. Gilles Henry, Le système français de protection de l'enfance. Entre complexité et incomplétude, 2021. Oli Figaro-Mani, Pédagogie de résilience, 2020. Sébastien Perrat, Être conseiller principal d'éducation en banlieue, 2020. Sylvie Sécartier et Jean-Louis Berger, Dire, prendre en charge son apprentissage. L'apprentissage autorégulé à la lumière des contextes, 2020. Julie Deborde, Les projets artistiques à l'école. Une voie de remédiation à la grande difficulté scolaire, 2020. Grégoire Ducroquet, Toute la misère du monde. Témoignage d'un enseignant de français langue étrangère, 2020. Jean-Luc Sochaki, La scolarité des enfants d'immigrés polonais. Société métallurgique de Normandie et Société des mines de Soumont, 1919 à 1939, 2020. Aziz Djellab, L'éducation prioritaire en France. Bilan et devenir d'une politique emblématique, 2020. Introduction. Écrire, d'une manière générale, peut impliquer un cadre privé ou public officiel. Quand un texte est produit dans une perspective privée, il s'adressera notamment à un proche, une connaissance ou un individu dans un registre qui peut être familier, affectif, bref non protocolaire. Dans le deuxième cas de figure qui nous intéresse particulièrement, il s'agit de s'adresser à une personne physique ou morale, une institution ou une organisation, en respectant de façon impérative un ensemble de codes à la fois sur le fond et la forme. Le caractère officiel d'un écrit s'illustre fondamentalement par sa dimension objective, neutre, le choix scrupuleux et rigoureux des mots et d'une certaine norme, une véritable stratégie argumentative où primeront le raisonnement méthodique, la démonstration logique, etc. Même quand il s'agit d'évoquer une certaine opinion ou vision à caractère personnel, celle-ci doit faire l'objet d'une certaine rigueur. La rédaction de la note de synthèse et ou du rapport avec solutions opérationnelles, qui participent de cette dynamique exigeante, implique de respecter effectivement les règles formelles et les consignes de fond qui sont d'ailleurs clairement exposées dans diverses notes de cadrage, en fonction des types de concours et ou d'examens officiels des différentes fonctions publiques, d'État, hospitalières et territoriales. Cet opuscule est l'occasion de revenir sur les points clés à maîtriser de façon impérative, pour être au fait de la bonne pratique méthodologique et méthodique. Les pistes explorées, en guise de méthodologie, sont accompagnées d'exemples concrets, issus des épreuves officielles. Mieux, il propose une méthode nouvelle d'amorce de plan qui puise sa source dans le modèle de la SWEL, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Le métaplane, qui constitue d'une certaine manière le socle structurant de ce livre, a ainsi vocation à permettre une meilleure approche des sujets en rendant possible un gain de temps conséquent et une planification optimale. Bien plus, en matière de conduite de projet, il se veut plus précis dans les étapes à formaliser en donnant des éléments pertinents qui sous-tendent sa pleine réalisation. Cette nouvelle méthode propose aussi de précieuses astuces pour un facile repérage des mots et idées clés du dossier, ce qui permet de baliser très rapidement les premières pistes en termes d'orientation à donner à la commande, et ce sur la seule base des premières lectures transversales des documents issus du dossier. Outre les candidats aux différentes épreuves officielles, le public issu du monde académique, des personnes qui souhaitent améliorer leur pratique professionnelle dans la rédaction administrative en général,
Les formateurs en quête de nouvelles stratégies pour accompagner divers publics, les responsables de projet trouveront certainement leurs intérêts dans cet opuscule. Les principaux types d'écrits professionnels. Il existe plusieurs types d'écrits professionnels. La note de synthèse et le rapport avec propositions opérationnelles en font partie. Du reste, le cadre est bien celui de la rédaction administrative qui exige un ensemble de démarches appropriées à suivre et à respecter de façon scrupuleuse. La note de service. La note de service est un écrit très court pour communiquer des informations précises entre services ou à l'intérieur d'un service. On parle aussi de note d'instruction. La note de service a pour but de donner des consignes explicites, de décrire une procédure indiquée, de faire respecter une injonction particulière, etc. Elle est destinée à établir une communication généralement descendante, de la hiérarchie vers les sphères inférieures. Dans sa forme, elle est relativement semblable à une lettre administrative mais ne comporte ni formule d'appel, ni de politesse. Elle est légèrement différente de la note d'information, plus portée vers le renseignement et la communication d'un avis, de par son caractère coercitif, voire obligatoire. Le procès-verbal. Le procès-verbal est un acte authentique, établi par des personnes habilitées ou dûment mandatées. Sa contestation ne peut être faite que par une procédure d'inscription de faux. Par extension, le procès-verbal de réunion est un acte singulier qui fait écho aux principaux points examinés dans le cadre d'une rencontre et de diverses décisions qui ont été prises au cours de l'assise. Il est signé et fait autorité. Le compte-rendu. Le principe d'un compte-rendu est assez simple. Laisser une trace écrite pour les participants absents ou présents lors d'une réunion ou d'une rencontre quelconque. Dans la rédaction d'un compte-rendu, les pronoms personnels « je » et « nous » sont à bannir car le rédacteur ne s'exprime jamais en son nom. La voix passive est la technique la plus souvent employée, pour plus d'efficacité informationnelle. Le compte-rendu doit retranscrire avec neutralité, objectivité et fidélité les propos pris en note au cours d'une assise. Une introduction et une conclusion sont nécessaires. Dans la mesure où le compte-rendu s'adresse à un destinataire précis qui attend des réponses claires, le rédacteur doit les lui fournir amplement et le plan doit être élaboré en conséquence. Par ailleurs, le compte-rendu obéit aux règles générales de la composition française, c'est-à-dire une meilleure structuration d'ensemble, phrases correctes, exactes et de construction simple. De même, les règles d'orthographe et de ponctuation doivent être rigoureusement respectées. Il faut également souligner que le rédacteur du compte-rendu doit retranscrire fidèlement ce qui a été dit ou écrit, et faire preuve dans la mesure du possible d'exhaustivité. Il n'a pas à déformer les propos d'un tiers participant, même si ceux-ci sont erronés. C'est pourquoi même s'il lui arrive de reprendre des phrases ou morceaux de phrases, il le précisera par l'emploi de guillemets précédés du nom de la personne qui aura exposé une pensée personnelle. Le courriel. Le courriel, ou mail, est un message écrit envoyé par un destinateur à un ou plusieurs destinataires par voie électronique. Il doit respecter un certain nombre d'exigences propres aux écrits administratifs, lorsqu'il revêt un caractère officiel. Un courriel doit comporter à ce titre un objet, des formules d'appel, de politesse ou de courtoisie, souvent influencées par le type de rapport qui existe entre le destinateur et le destinataire de la dite correspondance. Il faut ajouter qu'il est possible de signer à la fin un mail de son nom, sa fonction et son grade, parfois en ayant recours aux mécanismes techniques qu'offre l'écosystème informatique. Le résumé. En règle générale, un résumé permet de réduire un texte et d'en conserver approximativement le dixième, avec une marge de 10 à 15% en plus ou en moins qui est tolérée. Pour qu'un résumé soit efficient, il faut omettre de relever toute information inutile comme les références et les allusions. Il faut également éviter d'avoir recours au style télégraphique, à l'emploi des parenthèses, des abréviations. Par ailleurs, le résumé ne doit pas être prétexte à la paraphrase du document original. De même, faire le choix de résumer les paragraphes les uns après les autres peut être de très mauvais effets, même si l'ordre d'apparition des idées doit obéir à une structuration identique par rapport au support de base. Du reste,
Il s'agit de bien articuler les idées du texte original sans les juxtaposer de façon maladroite. Le but est de dire l'essentiel de la pensée d'un auteur donné. L'objectif est donc de retranscrire fidèlement les phrases d'un écrit initial, de noter scrupuleusement les paroles d'un tiers, sans faire intervenir ses réflexions personnelles. Il importe dès lors de prélever dans le discours ou le texte d'un auteur les phrases les plus importantes, significatives, et d'en faire l'économie substantielle, sans porter comme dit dans les lignes précédentes de jugement personnel. Le recours au moindre commentaire est proscrit dans un résumé. Il faut dire par ailleurs que si le résumé a pour but de rendre un texte plus facile à appréhender, il n'est pas forcément un exercice d'explication de texte, loin s'en faut. Il faut mentionner enfin que les seuls exemples à mentionner dans un résumé doivent être les mêmes que ceux utilisés dans le texte de base. Mais dans la mesure du possible, il importe même d'éviter de les reprendre pour ne pas alourdir inutilement le contenu produit. La synthèse. Contrairement au résumé, faire une synthèse ne nécessite pas forcément de respecter la structuration du document original, notamment en termes d'ordre d'apparition des idées. Pas besoin de dire « je » ou « nous » dans cet exercice pour rester fidèle au style adopté par un auteur donné. On peut faire le choix d'une énonciation impersonnelle, tout comme il est possible de basculer d'un style populaire ou standard à une forme plus soutenue. Une bonne synthèse exige surtout concision, précision, cohésion des idées et pertinence de leur vue d'ensemble. La note administrative. La note administrative est un document interne à une administration souvent utilisé dans un processus de décision, par exemple informer un supérieur hiérarchique sur un sujet précis ou lui formuler des propositions dans le cadre d'un processus décisionnel. D'une certaine manière, si la note administrative est proche de la note de synthèse, celle-ci apparaît cependant plus générale, ouverte que la note administrative qui se veut plus ciblée. Ainsi sa finalité et son contenu visent une application professionnelle conforme aux exigences prescrites. C'est pourquoi ces termes peuvent paraître plus techniques que ceux de la note de synthèse. Pour réussir une note administrative, la maîtrise du domaine administratif choisi est donc un impératif catégorique en termes de choix de vocabulaire. Il y a nécessité d'avoir une culture juridique et administrative minimale, maîtrise de la hiérarchie des normes, connaissance de l'organisation administrative des diverses institutions et organisations. En tout état de cause, une bonne culture générale n'est pas suffisante pour réussir la pratique. Il faut encore avoir une connaissance fine des aspects financiers, sociaux, etc., par rapport à chaque sujet abordé. En clair, la note administrative, à vocation plus technique et mobilisant une terminologie plus pointue, exige un savoir-faire plus que la mise en branle d'un savoir. L'environnement général qui sous-tend la rédaction d'une note ou d'un rapport avec solutions opérationnelles. L'importance de la note de cadrage. Pour de nombreux concours et examens officiels, il existe un support de référence appelé note de cadrage. Tous les candidats aux concours et examens officiels doivent lire ce précieux document pour mieux s'imprégner des consignes et conseils liés à l'épreuve à présenter. Les notes de cadrage sont souvent élaborées de façon collégiale par des acteurs divers, les centres de gestion, les formateurs et responsables de la fonction publique, etc. Il importe néanmoins de préciser que les notes de cadrage ne comportent pas de programme réglementaire. Elles s'appuient plus sur un ensemble de recommandations qui n'ont pas forcément un caractère coercitif. Mieux appréhender les exigences d'une note de synthèse. Nous entrons véritablement ici dans le vif du sujet, en abordant la délicate question de la note de synthèse que beaucoup considèrent généralement à tort comme une simple synthèse. D'ailleurs, dans le cadre des concours et examens officiels, la plupart des candidats font de simples synthèses en juxtaposant les idées les unes les autres, en optant pour le style télégraphique avec liste à puces, en proposant une rédaction catalogue, sorte d'inventaire à la Prévert, passant ainsi à côté du sujet, avec des conséquences rédhibitoires. Mon propos est d'expliquer de façon simple ce que l'on entend véritablement par une note de synthèse, et quelles sont les étapes clés pour réussir cet exercice assez particulier, notamment dans un cadre officiel. Pour ce faire, je commencerai par énoncer ce qu'une note de synthèse n'est pas, au regard des difficultés nombreuses qu'éprouvent les uns et les autres pour l'appréhender de façon efficiente.
La note de synthèse n'est pas un résumé de texte, ni un copier-coller des idées contenues dans les divers documents qui composent un dossier. Il ne s'agit pas non plus de miser sur le trop-plein d'idées. En clair, pas question de juxtaposer les idées les unes les autres, parfois dans un souci erroné d'exhaustivité. La note de synthèse n'est pas un courriel officiel. Les formules trop personnalisantes où le rédacteur instaure une sorte de relation directe avec le commanditaire sont à bannir, surtout dans l'introduction. Dans de nombreuses copies en effet, les candidats prennent l'habitude de transformer une note en une forme de correspondance déguisée. Je vous écris pour attirer votre attention sur tel problème. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information. Je vous prie de croire Madame Monsieur en l'assurance de mes respectueuses salutations, etc. Ces formules épistolaires n'ont pas lieu d'être. C'est la raison pour laquelle le style impersonnel est mieux indiqué pour répondre de façon appropriée à une commande. Comme il est d'ailleurs rappelé dans la note de cadrage, le style doit être neutre, d'autant plus que comme disait Pascal, le moi est haïssable. En revanche, quand il s'agit d'une note ou d'un rapport avec solutions opérationnelles, il peut être possible, dans la partie conduite de projet, c'est-à-dire la deuxième partie, d'avoir recours à un jeu pour s'adresser au commanditaire. Le recours à ce pronom personnel est souvent indiqué quand il est notamment question de proposer votre expertise dans le cadre de l'implémentation d'un dispositif spécifique en tant que chef de projet ou personne ressource directement impliquée dans le projet. Sa fonction est alors de vous permettre d'assumer vos pleines responsabilités sans recours aux artifices d'un « nous », plutôt à caractère généralisant. La note de synthèse n'est pas un compte-rendu. Un compte-rendu est purement informatif. Il ne donne aucune orientation ni n'indique aucune direction sur la marche à suivre par rapport aux divers sujets qui ont été abordés au cours d'une rencontre. Tel n'est pas le cas pour une note de synthèse qui doit intégrer la dimension argumentative. Argumenter, c'est chercher à persuader et ou à convaincre. Autrement dit, il s'agit d'une démarche qui vise à faire changer le comportement d'un tiers, à lui faire adopter une posture ou une orientation qu'il n'avait pas avant, ce qui suppose de mettre en œuvre un ensemble de techniques sur lesquelles je reviendrai amplement plus tard. La note de synthèse n'est pas une simple synthèse. Dire qu'une note de synthèse n'est pas une simple synthèse peut paraître anecdotique. Pourtant, il s'agit d'une réalité inébranlable. Réduire une note de synthèse à un pâle exercice synthétique des idées issues des documents qui constituent un dossier est loin de ce qui est exigé, surtout dans le cadre d'un concours ou d'un examen officiel. Il y a certes dans l'esprit et la lettre de l'épreuve l'exigence significative de se limiter au strict essentiel, d'être concis et précis, mais sont attendus 6 grands principes clés pour transformer une simple synthèse en véritable note de synthèse. Je vais présenter ces 6 principes cruciaux en 2 phases. L'une porte sur l'aspect préparatoire, l'autre sous-tend le cadre rédactionnel proprement dit. Les 6 grands principes de la note ou du rapport avec solutions opérationnelles. Pour réussir une note de synthèse ou un rapport avec solutions opérationnelles, un travail sur la forme et le fond est indispensable. Il s'agit de façon synthétique de partir du global au local, du général au particulier, du cadre législatif au registre réglementaire, etc. Les impératifs fondateurs d'une note ou d'un rapport portent sur 6 axes prioritaires. Le repérage des informations du dossier. L'objectif ici est de s'intéresser en l'occurrence aux titres, sous-titres, graphiques, tableaux, légendes, données chiffrées, statistiques, informations surlignées, soulignées, éléments en gras, etc., qui constituent un dossier. Ce repérage liminaire n'est aucunement synonyme de lecture, qui peut paraître chronophage. Pire, une lecture de dossier sans repérage initial des idées clés peut pousser à amasser plus d'informations possibles certes, mais avec le grand danger de tomber dans le piège de la boulimie informationnelle. Résultat, le caractère télégraphique d'une rédaction est souvent lié à la surabondance informationnelle résultant de la volonté inappropriée de lire tous les documents au prétexte d'avoir peur, de passer à côté de l'essentiel. La sélection des informations repérées. Les candidats aux épreuves officielles doivent bien comprendre que sans effort de sélection des informations identifiées, ils vont vers l'échec. Sélectionner une information, c'est séparer l'essentiel de l'accessoire, le capital de l'élémentaire, l'indispensable du dérisoire, le déterminant du marginal, etc.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.